Mon nom est Isabelle Dubois. J'ai 32 ans. Si vous m'aviez demandé il y a 10 ans à quoi ressemblait le succès, je n'aurais pas mentionné de yacht, de pantouse ou de sac à main de créateur. Le succès pour moi, c'était une petite maison avec des planchers de bois qui grinçaient, une cuisine assez grande pour une toute nouvelle machine à café qui n'était pas d'occasion, et une porte d'entrée à laquelle personne d'autre n'avait de clé. C'était tout. Alors, à 22 ans, j'ai ouvert un compte d'épargne à haut rendement avec la sorte de révérence que la plupart des gens réservent aux reliques religieuses. Je me souviens encore du conseiller de banque qui m'a souri comme si je venais de faire quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que je l'avais fait, car au cours de la décennie suivante, j'ai fait quelque chose que ma famille considérait comme légèrement offensant, j'ai dit non. Non aux vacances. Non au prêt rapide. Non au dîner où mon frère aîné, Maxime Dubois, se penchait en arrière sur sa chaise et disait « Eh, Isa, tu peux payer ? Les fonds de ma start-up sont en attente. » En attente, traduction, il avait encore grillé l'argent des investisseurs. J'ai regardé des amis partir en voyage en Grèce, acheter des appartements, organiser des fêtes de fiançailles sur des toits avec des guirlandes lumineuses et des tours de champagne. Pendant ce temps, je coupais des coupons. J'ai appris exactement combien de repas on pouvait étirer avec du riz et du brocoli surgelé. Chaque euro que j'économisais était un pas de plus vers la liberté. Et chaque réunion de famille était un rappel que ma liberté était apparemment le fond d'urgence de tout le monde. Ma mère ne manquait jamais une occasion de tordre le couteau. « Tu sais, Isabelle, disait-elle gentiment, c'est merveilleux que tu sois si disciplinée, mais l'argent est fait pour être partagé. Nous nous aidons dans cette famille. Nous nous aidons les uns les autres. » Ce qui signifiait toujours que j'aidais Maxime avec ses idées brillantes et son incapacité à garder un emploi plus longtemps qu'un stage d'été. Maxime, qui m'a un jour dit que la stabilité financière était un défaut de personnalité. « Tu es trop coincé, riait-il. La vie n'est pas faite pour être calculée. Peut-être pas. Mais la faillite n'était pas non plus sur ma liste de choses à faire avant de mourir. J'ai appris à sourire à travers cela. J'ai appris à les laisser penser que j'étais celle qui était ennuyeuse, celle sur qui on pouvait compter, le distributeur automatique avec un battement de cœur. Chaque nuit, je me connectais à mon compte bancaire et regardais les chiffres grimper, 46 000 euros. 96 000 euros. 148 000 euros. 196 000 euros. 226 235 euros et 46 cents. Lorsque j'ai dépassé les 196 000 euros, je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai ressenti du soulagement. L'argent n'était pas seulement de l'argent. C'était la preuve que je pouvais choisir ma propre vie. Peu importe combien de fois mon père levait les yeux au ciel et me traitait d'obsédé, peu importe combien de sermons j'endurais sur la loyauté et l'obligation familiale, j'avais construit quelque chose qui m'appartenait. Et je ne le savais pas à l'époque, mais cela les terrifiait. Le premier signe d'avertissement est arrivé déguisé en petite conversation. « Comment gères-tu tout cet argent, Isabelle ?» m'a demandé ma mère un soir. J'étais assise sur mon canapé, ordinateur portable ouvert sur une annonce immobilière que j'étais presque prête à concrétiser. « Ça se passe bien, ai-je dit, essayant de ne pas paraître trop fière. Je pense que je vais commencer sérieusement à chercher un logement d'ici la fin de l'année. » Ne pause, un léger bourdonnement. « Es-tu sûr que c'est sage ? Les marchés peuvent changer. Tu ne veux pas mettre tous tes œufs dans le même panier. » J'aurais dû le reconnaître à ce moment-là, ce ton, la semence du doute, l'adoucissement avant la demande. Mais je voulais croire qu'elle était juste inquiète. Le deuxième signe est arrivé à 23h45 un mardi. « Maxime. »« Isabelle, a-t-il dit, la voix épaisse d'urgence. J'ai fait des projections. J'ai juste besoin d'un pont à court terme, pas d'un prêt, plutôt comme un partenariat. Puisque tu es si doué avec tes finances. » Il était là. Il le faisait sonner comme une collaboration. Visionnaire. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que j'économisais pour quelque chose d'important. Il a soupiré dramatiquement. Mon Dieu, tu es tellement obsédé par l'accumulation. C'est honnêtement triste. Puis il a raccroché. Je suis restée assise là dans le noir, l'écran de l'ordinateur portable illuminant le chiffre de mon compte, et j'ai senti quelque chose changer, une fissure. Mais je croyais toujours qu'il y avait une limite qu'il ne franchirait pas. J'avais tort. Un samedi après-midi, je me suis connecté pour transférer de l'argent sur mon compte d'épargne.
L'écran de connexion avait changé. Nouvelle question de sécurité, nouvelle adresse courriel de secours que je n'avais jamais vue. Mon estomac a plongé si vite que j'ai eu l'impression que le sol avait disparu. J'ai réinitialisé le mot de passe, les mains tremblantes, et j'ai appelé la banque. 37 minutes d'attente. Oui, a dit le représentant calmement. Il semble qu'un nouvel utilisateur autorisé ait été ajouté la semaine dernière. Quel nom, ai-je demandé, ma voix à peine stable. Un monsieur Jean Dubois, mon père. Je ne me souviens pas d'avoir respiré après cela. J'ai exigé son retrait, changé tous les mots de passe, demandé des relevés papier envoyés à mon appartement parce que je ne faisais plus confiance à rien de numérique. 2 semaines plus tard, je me suis de nouveau connecté. Solde, 6 529 €. C'était tout. De près d'un quart de million à quelque chose qui ne couvrirait même pas mon loyer longtemps. Au début, j'ai pensé que c'était un bug. J'ai actualisé la page jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal. Ce n'était pas un bug. Le transfert a été effectué par l'utilisateur autorisé, a expliqué le représentant de la banque avec le même ton détaché. Il semble s'agir d'un regroupement d'actifs. Actifs. C'était ma vie. Je suis resté assise là à regarder la lumière du soleil ramper sur le sol de mon salon, peignant un rectangle de lumière qui ressemblait à une porte par laquelle je n'allais jamais passer maintenant. Voici à quoi ressemble la trahison. Pas une dispute dramatique, pas de cris, juste un chiffre à l'écran, plus petit qu'il ne l'était hier. Je n'ai pas appelé à l'avance. Si je l'avais fait, ils auraient répété des excuses. J'ai conduit directement chez eux. La même maison coloniale banale avec des volets qui n'avaient pas été repeints depuis des années. Je n'ai pas frappé. J'ai ouvert la porte assez fort pour la faire vibrer. Mon père a levé les yeux de son fauteuil inclinable. Isabelle, tu aurais pu appeler. Où est-ce, ai-je demandé, ma voix si stable que cela m'a fait peur. Où est quoi, a-t-il dit lentement. Mon argent. Maxime est apparu dans le couloir, se grattant l'arrière du cou. Oh, c'est à propos de ça. Ma mère planait derrière lui, serrant son cardigan. Ne sois pas dramatique, a-t-elle soupiré. C'est l'argent de la famille. L'argent de la famille. Comme si je n'avais pas sauté des vacances, comme si je n'avais pas sacrifié des soirées, comme si je ne l'avais pas construit dollar par dollar. Mon père s'est penché en arrière, un sourire en coin. Tu devrais nous remercier, a-t-il dit. Ton argent a sécurisé l'avenir de ton frère. J'ai cligné des yeux. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Pensais-tu vraiment? Il a continué. Tu pouvais thésauriser tout ça et nous allions simplement rester assis à regarder? Ce n'est pas comme ça que fonctionne la famille. C'était ça. Pas de l'amour. De l'arrogance. J'ai regardé autour du salon, des photos encadrées de Maxime à chaque étape importante. Aucune de moi. Et quelque chose en moi a finalement craqué. J'ai ri. Ce n'était pas de l'humour. C'était de l'incrédulité. C'était le son de quelque chose qui se brisait. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait, ai-je dit. Et pour la première fois de ma vie, ce n'était pas une plainte. C'était une promesse. Puis je me suis retourné et je suis sorti dans l'air froid d'automne. Je n'ai pas regardé en arrière parce que si je l'avais fait, j'aurais peut-être encore été la fille responsable, et j'avais fini d'être leur filet de sécurité. Je n'ai pas conduit à la maison. J'ai conduit jusqu'à ce que le tremblement de mes mains s'estompe en quelque chose de plus lourd, de plus froid. Quand je me suis finalement arrêté, j'étais garé devant une station-service près de la route 41. Enseigne aux néons vacillantes, odeur de café rassis s'échappant de la vitre fissurée. Je suis resté assise là à regarder le vide, rejoignant la voix de mon père, tu devrais nous remercier. Mon téléphone a vibré. Thomas, ça va? J'ai fixé le message plus longtemps que je ne l'aurais voulu. Thomas Leroy avait été la seule personne à qui j'avais dit les vrais chiffres. Le seul qui n'avait jamais traité mes économies comme une ressource commune. Il n'avait jamais raillé ma discipline, ne m'avait jamais fait me sentir petite d'avoir désiré quelque chose de simple. J'ai répondu par texto, non, je peux venir chez toi. Sa réponse est venue instantanément. Toujours. Quand Thomas a ouvert la porte de son appartement, il n'a pas posé de questions. Il m'a simplement serré contre lui, bras ferme et stable.
Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais serré jusqu'à ce que je sente tout se défaire contre sa poitrine. Je suis tellement désolé, a-t-il murmuré. Et un instant, je me suis permis de tout ressentir, l'humiliation, la rage, la douleur creuse de 10 années se dissolvant du jour au lendemain. Mais en dessous, quelque chose d'autre, la résolution. Après ma douche, Thomas était assis en tailleur sur le sol, ordinateur portable ouvert, bloc-notes juridique à côté de lui. Raconte-moi tout, a-t-il dit calmement. Chaque connexion, chaque date, chaque changement. Nous avons transformé son salon en centre de commandement, relevé bancaire, capture d'écran, journaux de sécurité. Au début, il n'y avait que ce transfert unique, celui qui avait vidé mon compte. Mais ensuite, nous avons remarqué autre chose, des sociétés écrans, 3 d'entre elles. Consortium Pierre, Synergie Apex, Stratégie Horizon générique, oubliable. Chacune enregistrée à la même boîte postale dans un centre commercial à 2 villes de là. Contact principal indiqué, Jean Dubois, mon père. Le nom de Maxime est également apparu sur une demi-douzaine de factures marquées frais de consultation. Plus nous creusions, plus c'était grave. Il y avait des documents de prêt, des lignes de crédit, des demandes que je n'avais jamais remplies. Mon nom, mon numéro de sécurité sociale, ma signature falsifiée maladroite, inégale. Ils n'ont pas seulement volé ton argent, a dit Thomas, la voix tendue. Ils ont volé ton identité. La pièce est devenue plus petite. Toutes ces années où j'ai cru que la discipline me protégerait. Toutes ces nuits où j'ai sauté un dîner pour déposer 500 € de plus, et ils mettaient tranquillement en place les bases pour m'utiliser comme garantie. Je vais être ruiné, ai-je murmuré. Thomas a tendu la main par-dessus la table et a pris la mienne. Non, a-t-il dit fermement. Tu ne le seras pas. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, pas le doute en moi, mais dans l'ampleur de ce que nous découvrions. Parce que ce n'était pas un drame familial. C'était une fraude fédérale. Nous sommes restés éveillés jusqu'à 2 heures du matin à tout cataloguer, capture d'écran des transferts, fichiers PDF de documents falsifiés, une feuille de calcul cartographiant les sociétés écrans au décaissement de prêts. À l'aube, Thomas a préparé un café assez fort pour décaper la peinture. Et quelque part entre la 3e et la 4e tasse, quelque chose en moi a changé. La panique chaude et frénétique s'est dissipée. Ce qui restait était plus froid, plus net, stratégique. Ils pensaient m'avoir dépouillé. Ils pensaient que je ramperais vers eux, désespéré, pleine d'excuses, reconnaissante pour des miettes. Ils m'avaient sous-estimé parce qu'il y avait une chose que je n'avais dite à personne, même pas à Thomas. 2 mois avant tout cela, j'étais devenue nerveuse. L'économie avait commencé à vaciller. Mes parents posaient trop de questions. Maxime était devenu étrangement curieux de ma liquidité. Quelque chose dans mes tripes m'a murmuré, bouge-le. Alors, je l'ai fait. J'ai ouvert un 2e compte dans une petite coopérative de crédit à 2 comtés de là. Pas de portail en ligne, pas d'accès numérique, juste un livret et ma signature enregistrée. Et j'y ai transféré la quasi-totalité, 223 000 €. J'ai laissé environ 9 000 € dans le compte principal, un leurre. Assez pour paraître convaincante. Quand mon père a vidé mon compte d'épargne, il n'avait pas volé mon avenir. Il avait volé de l'appât. Thomas m'a regardé quand je lui ai finalement dit. Tu l'as déplacé, a-t-il dit lentement. J'ai hoché la tête. Presque tout. Pour la première fois cette nuit-là, j'ai vu quelque chose comme de l'admiration vaciller dans ses yeux. Isabelle Dubois, a-t-il soufflé. Tu es terrifiante. Mais voici la partie qui a fait trembler mes mains. Lorsque nous avons recoupé les dates, nous avons réalisé quelque chose. Le jour où ils ont vidé mon compte cela correspondait parfaitement au mouvement des fonds à travers ces sociétés écrans et des fonds qui avaient été liés à des prêts frauduleux contractés en mon nom. Dans leur précipitation à s'emparer de ce qu'ils pensaient être mon épargne de toute une vie, ils avaient siphonné leur propre argent blanchi via des comptes traçables jusqu'à mon identité. Ils n'ont pas seulement volé, ils ont laissé des empreintes partout. Ils ont volé leur propre piège, ai-je murmuré. Thomas s'est penché en arrière lentement. Ce n'est plus à propos de tes économies. Non, ce n'était pas le cas. C'était un réseau de fraude, vol d'identité, transfert par fil à travers les États, blanchiment d'argent, et j'avais la piste papier. Nous avons tout imprimé. Des centaines de pages, étiquetées, à onglets, croisées. Au lever du soleil,
nous avons conduit jusqu'au bureau local du FBI. Le bâtiment ressemblait exactement à ce que vous auriez pu imaginer, murs gris, moquette sourde, un silence qui semblait lourd. L'employé a levé un sourcil quand j'ai posé la boîte. Je voudrais signaler un vol d'identité et une fraude financière à grande échelle, ai-je dit. Les principaux suspects sont mes parents. Elle n'a pas cligné des yeux. 1 heure plus tard, nous étions dans une petite salle de conférence avec un agent qui avait l'air d'avoir vu toutes les versions de trahison que l'humanité pouvait offrir. Racontez-moi tout, a-t-il dit. Alors, je l'ai fait. Chaque document falsifié, chaque transfert non autorisé, chaque société écran. Quand j'ai eu fini, la pièce était silencieuse. Ce n'est pas un différend familial, a-t-il dit finalement. C'est une fraude fédérale. Je sais, ai-je répondu. Et vous comprenez les conséquences. Je les comprenais. Cela allait tout faire brûler. Il n'y aurait pas de réconciliation, pas de pardon silencieux, pas de fête faisant semblant que rien ne s'était passé. J'ai hoché la tête. Si vous ne les arrêtez pas, ai-je dit doucement, ils le feront encore. Il m'a étudié un long moment. Puis il a dit les mots qui ont finalement détendu ma poitrine, nous allons nous en occuper. 3 semaines plus tard, un jeudi matin pluvieux, 3 voitures banalisées se sont garées devant la maison de mes parents. Thomas regardait de l'autre côté de la rue. Quand il m'a appelé, sa voix était basse. Il les arrête. Les deux, ai-je demandé. Les deux. J'ai fermé les yeux. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Je n'ai pas ressenti de culpabilité. Je me sentais fini. Mais ce n'était pas terminé, car les répercussions ne faisaient que commencer. Il n'y a pas eu d'explosion dramatique, pas de voisins qui criaient, pas de menottes au ralenti, juste la pluie. Pluie grise et constante, trempant la pelouse pendant que 2 agents fédéraux escortaient mes parents en descendant les marches d'entrée de la maison où j'avais grandi. Thomas me l'a décrit au téléphone. Ton père essaie de leur faire la leçon, a-t-il dit calmement, comme s'il expliquait une faille fiscale. Et ma mère, ai-je demandé. Elle pleure, mais pas le genre qui dit qu'elle est désolée. Bien sûr que non. Je n'y suis pas allé. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà vu leur visage le jour où je les avais confrontés. Le sourire en coin, l'arrogance, la certitude que j'allais céder. Au lieu de cela, je me suis assise dans l'appartement de Thomas, les mains enveloppées autour d'une tasse que je n'avais pas bu, écoutant la pluie taper contre la fenêtre. Pendant 10 ans, je m'étais plié pour devenir quelqu'un d'assez petit pour maintenir la paix. Maintenant, il n'y avait plus de paix à maintenir. Les accusations officielles sont arrivées rapidement, fraude par fil, vol d'identité, blanchiment d'argent. Voir les noms de mes parents imprimés en noir et blanc semblait surréaliste, comme lire des articles sur des étrangers. Maxime, sans surprise, a refait surface dans les 48 heures. Il a posté une vidéo. Certaines personnes, a-t-il commencé, la voix épaisse de fausses blessures, trahiront leur propre famille pour de l'argent. L'argent. L'ironie m'a presque fait rire. Il m'a dépeinte comme vindicative, ingrate, manipulatrice. Il a commodément oublié les signatures falsifiées, les sociétés écrans, les assignations à comparaître portant son nom. Des amis du lycée m'ont envoyé des messages avec prudence. La famille élargie s'est fracturée. Certains cousins ont envoyé des textos polis et brefs, nous espérons que cela sera résolu en privé. D'autres ont été moins subtils. Comment as-tu pu faire ça à tes propres parents? J'ai fixé ce message pendant un long moment. Comment ai-je pu? Je n'ai pas répondu parce que Thomas avait raison sur une chose, le silence peut être plus fort que la défense. Les documents juridiques sont devenus des dossiers publics en un mois. La presse s'en est emparée, couple local inculpé dans une affaire de fraude familiale. Ce n'était pas glamour. Ce n'était pas cinématique. C'était clinique, froid. L'indignation en ligne de Maxime s'est estompée une fois que des copies des accords de prêt falsifiés ont fait surface. Les faits sont difficiles à contester. Il a disparu des réseaux sociaux peu de temps après. 2 mois après les arrestations, j'ai fait quelque chose dont je rêvais depuis mes 22 ans. J'ai acheté une maison. Elle n'était pas grande, un modeste bungalow artisanat avec des planches de sol inégales et une boîte aux lettres tordues. Le jardin était envahi de pissenlits. Mais quand l'agent immobilier m'a tendu les clés, mes mains étaient stables. Pas de culpabilité, pas d'excuses.
Personne d'autre n'avait de clé. Je suis entré dans le salon vide et j'ai écouté le plancher craquer sous mes pieds. J'ai expiré, chez moi. Pas parce que quelqu'un me l'avait donné, pas parce que je l'avais hérité, parce que je m'étais battu pour lui. Les nuits étaient plus calmes que ce à quoi je m'attendais. La liberté n'est pas bruyante. Elle n'arrive pas avec des feux d'artifice. Elle arrive dans de petits moments presque ordinaires, cuisiner sans sursauter en regardant son téléphone, vérifier son compte bancaire sans anxiété, dormir sans attendre le prochain appel d'urgence. 6 mois plus tard, je déballais encore des cartons que j'avais eu trop peur d'ouvrir, de vieilles cartes d'anniversaire avec mon nom mal orthographié, des lettres de mon père avec le mot responsabilité souligné comme une menace. Je ne les ai pas jetées. Je les ai mises dans un dossier, non par amertume, par clarté. Ma thérapeute, une femme calme avec une odeur de menthe poivrée nommée Dr Martin, m'a demandé une fois si je regrettais d'avoir porté plainte. Je n'ai pas hésité. Non, ai-je dit. Je regrette de ne pas avoir tracé la ligne plus tôt, parce que la vérité est qu'il y avait une centaine de moments où j'aurais pu dire assez. Mais j'ai continué à croire que si je travaillais plus dur, économisais plus, me sacrifiais silencieusement, il finirait par me voir comme plus qu'une ressource. C'était le mensonge le plus dangereux de tous. Ma valeur n'était jamais négociable. J'ai planté des tomates dans le jardin ce printemps-là, les regardant pousser, têtues et rouges sous le soleil. Thomas venait chaque dimanche avec du pain frais et du vin bon marché. Nous nous asseyions sur les marches du porche à parler de rien et de tout. Il ne m'a jamais fait me sentir brisé. Il n'a jamais fait paraître mes limites dramatiques. Et parfois, tard le soir, je me tenais à la fenêtre et pensais à la fille que j'étais autrefois, celle qui pensait que le sacrifice achèterait l'amour, celle qui prenait la manipulation pour la famille. J'ai fait son deuil. Mais elle ne me manquait pas, parce que la femme qui se tenait dans cette maison, dans ma maison, n'avait plus peur. La dernière nouvelle que j'ai eue, mes parents attendaient leur condamnation. Maxime avait disparu dans quelques coins d'Internet qui toléraient encore l'illusion. Et moi ? J'étais exactement là où j'avais voulu être depuis le début, dans une petite maison avec des planchers qui grinçaient, une toute nouvelle machine à café fredonnant dans la cuisine, et une porte d'entrée à laquelle personne d'autre n'avait de clé. Ils pensaient avoir pris mon avenir, mais tout ce qu'ils ont vraiment fait, c'est me forcer à le revendiquer.